bienvenue. Merci d'être là aujourd'hui parmi nous. Une petite introduction d'abord, et puis ensuite on va livrer les résultats. Donc tu as l'écran retour là-bas si tu veux. Très bien, merci. Bonjour à tout le monde. Alors pas facile, je dirais, d'enchaîner après la brillante intervention. Effectivement, là, ce qu'on va vous présenter, c'est les premiers éléments, les premiers résultats sur ce baromètre. Il y aura donc un livre blanc qui sera ensuite produit avec l'exhaustivité des différentes informations et éléments qui ont été collectés. Alors, je pense que c'est... Oui, merci. Ok, très bien. Et ça me permet de dérouler les slides. Oui, j'imagine. Tu vois ? Le vert, ok. D'abord, peut-être une petite introduction pour dire finalement pourquoi parler aujourd'hui de personnalisation. Donc, on en a parlé déjà. On est aujourd'hui dans un monde de la donnée. On a des données qui sont en augmentation constante. Donc évidemment, je pense qu'on a pu largement en parler ce matin. Ça pose un certain nombre de sujets sur notre planète. C'est aussi un moyen aujourd'hui d'interagir de manière différente finalement avec ses clients et ses prospects. Ces données sont de plein d'ordres. On a de la donnée qu'on possède, donc ces données qu'aujourd'hui on peut collecter sur ses propres interfaces digitales et mobiles. Il y a évidemment tout l'écosystème aujourd'hui aussi du payant, donc Google ou autre, où là aussi on peut collecter ou en tout cas louer de la donnée, interagir pour mieux connaître ses clients et mieux les toucher, mieux les cibler. Et puis il y a toutes ces données aujourd'hui qui sont reprises finalement par les réseaux sociaux et qui nous permettent aussi d'interagir de manière peut-être différente et peut-être plus gratuite également avec les consommateurs. Donc toutes ces données aujourd'hui nous offrent en fait une opportunité de personnalisation et donc d'être en situation aujourd'hui d'avoir une façon différente d'interagir avec nos clients. La deuxième chose, c'est qu'on a aujourd'hui des clients qui sont sursollicités, avec des parcours quand même qui sont très complexes. Donc forcément, ça ouvre déjà une logique finalement un petit peu de gâchis. Il y a énormément d'emails qui ne sont pas lus, énormément d'interactions en fait qui sont assez inutiles. Et donc il y a aujourd'hui une attente et un besoin en fait de mieux cibler, de mieux personnaliser, de se mettre en situation en fait de pouvoir apporter finalement la bonne information, et là libre à l'entreprise de définir quel type d'information elle veut délivrer au bon moment et sur le bon canal. Donc c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui est quand même attendu par les clients. Inversement, aujourd'hui, un contenu qui ne lui parle pas directement est vraiment considéré comme plutôt contre-productif. Donc il y a vraiment ce travail et cette attente aujourd'hui d'aller dans une voie de personnalisation pour garder une forme de pertinence en fait dans cet univers face à des clients ou des prospects qui sont sursollicités. Et troisième point, c'est que, et ça renforce cette attente, ce besoin, c'est que le ton est donné en fait en termes d'expérience client aujourd'hui par les GAFA ou par les pure players. Quand vous êtes aujourd'hui client d'une assurance, votre référentiel, c'est pas l'expérience de votre assureur ou de son concurrent. Ce qui vous intéresse, c'est de pouvoir avoir la même expérience que ce que vous retrouvez aujourd'hui sur finalement les mieux-disants du marché dans ce domaine. Et donc, cette attente de personnalisation, elle est vraiment renforcée par ce besoin finalement de coller un certain nombre de standards qui sont aujourd'hui proposés par les GAFA et Pure Players. Et ces standards aujourd'hui reposent énormément sur justement la personnalisation et une bonne exploitation de la donnée. Donc tout ça nous ouvre en fait des opportunités de personnalisation. On a de la donnée, enfin on a des capacités de personnaliser. On a donc la donnée pour le faire. On a des outils, des écosystèmes qui sont performants pour le faire. Il y a un besoin, une nécessité de le faire. Donc ça pousse à aller dans cette voie-là. Donc les objectifs pour les actions marketing, finalement, ceux-là, ils ne changent pas.
C'est-à-dire qu'on fait toujours du marketing, qui essaie d'optimiser finalement l'expérience qu'on va avoir avec le client. On va chercher à le rendre le plus satisfait possible, développer sa valeur et puis le convertir. On a pris un exemple aujourd'hui, peut-être que Marc, tu peux détailler, puisque c'est un use case qui repose sur une solution Actito. Oui, on a repris un use case qui a été présenté l'année dernière par Charlotte, qui est quelque part ici. Je la salue. Top, ton intervention l'année dernière. Donc c'est un exemple Balinea qui illustre comment Balinea personnalise. Et ce que je voudrais illustrer ici, c'est que quand on parle de personnalisation, il y a certes la personnalisation du contenu qu'on voit à droite, parce qu'effectivement le message est différent selon le type de soin que vous avez fait, mais il y a une notion de personnalisation qui est extrêmement importante, qui est aussi celle du timing. C'est-à-dire qu'évidemment, les cycles de soins ne sont pas les mêmes si vous faites des massages, de la coiffure, du soin des mains, manucure ou épilation. Et donc, les cycles de relance également sont différents. Et c'est cette notion de personnalisation complète, à la fois le contenu, le message et le timing, qu'il faut prendre en compte. Voilà. Donc on va passer sur les autres use cases en fait, qui sont des use cases plus de personnalisation de produits. Peut-être pour conclure, c'est cette introduction sur les points d'attention. Ça repose sur quoi? Déjà sur une définition de KPI claire. La personnalisation, c'est une réelle opportunité. Par contre, ça peut être vraiment contre-productif si c'est mal exploité. C'est-à-dire que si c'est grossier, si c'est mal fait, si ça touche pas juste, c'est clairement contre-productif. Donc, de mettre en place des indicateurs par étape d'acquisition, d'activation, de rétention, c'est vraiment clé pour pouvoir suivre finalement la performance de ce qu'on fait, s'assurer qu'on est dans la bonne voie, s'assurer qu'effectivement on est dans une relation gagnante-gagnante avec son client ou avec son prospect. Dire que tous les efforts en fait, qu'on fait pour mieux le cibler, mieux le toucher, finalement, ça correspond finalement à ce qu'il attend. Le deuxième, c'est la volumétrie. On a des superbes outils, on a plein de données, on a tous envie de faire des croisements, des segmentations extrêmement précises, des parcours assez complexes. Maintenant, il faut revenir à des basiques, dire qu'on a besoin d'une audience, on a besoin d'avoir un minimum de volume pour pouvoir avoir un ROI en face. Donc ça également, c'est des points qui sont assez clés pour aussi éviter peut-être ces logiques un peu de sursollicitation ou de gâchis finalement qui ne fonctionnent pas à la sortie. Le point 3, on pourra en reparler également dans le baromètre, évidemment, c'est la logique autour du consentement et puis plus généralement autour du GDPR. Donc on va voir que dans le baromètre, vous avez l'air tous assez satisfaits finalement de ce que vous avez fait aujourd'hui sur le GDPR, donc merveilleux. Néanmoins, bon, il y a quand même, c'est un vrai élément à prendre en compte. Je pense que beaucoup d'entre vous ont commencé pas mal de choses intéressantes, mais globalement, cette nouvelle relation de confiance finalement que le GDPR a permis de mettre en place, ça doit vraiment se transformer par une réalité. En tous les cas, GDPR est plutôt un bon outil justement pour pouvoir pérenniser ces actions de personnalisation par la donnée. Autre point, c'est la préparation de la donnée. Là aussi, on peut empiler un écosystème complexe, réfléchir à des stratégies extrêmement créatives, très bien. Maintenant, le socle de données sur lesquels on va s'appuyer, il est clé. Donc, c'est des modalités de transfert, c'est la qualité de la donnée. Tous ces éléments sont clairement clés. Et puis, une approche incrémentale également. Déjà, regardez finalement ce que vous avez dans votre boîte à outils. Il y a déjà beaucoup de choses que vous pouvez faire sans forcément empiler les solutions qui ensuite deviennent assez complexes à manipuler. Et autour de tout ça, peut-être à la crème, mais ne l'oublions pas, la problématique d'organisation et de gouvernance. On est dans une logique où on va se centrer sur le client, on parle de personnalisation. Pour le client, votre organisation, ce n'est pas son problème. Donc que la communication ou les médias ne communiquent pas avec le CRM, d'un point de vue outil, d'un point de vue process ou d'un point de vue stratégie, ce n'est pas trop son sujet. Donc il y a un vrai besoin, si on veut avoir des vraies stratégies de personnalisation et donc centrées sur le client, de partir de ce point de départ et de finalement reconstruire un peu son organisation autour de cette nouvelle ambition. Voilà pour cette rapide introduction sur finalement pourquoi aujourd'hui on a souhaité parler personnalisation et surtout peut-être pourquoi Marc et ses équipes ont eu cette idée d'un baromètre
autour du marketing personnalisé. Donc on est heureux de pouvoir en présenter les premiers résultats. Peut-être que tu veux présenter les... Oui, alors ce baromètre, il a été pensé par d'abord notre responsable marketing que je tiens à saluer, Isabelle, qui est ici présente, qui a fait un énorme boulot là-dessus. Bravo à elle. Et qui a surtout voulu que ce baromètre soit une œuvre collective, parce que Actito tout seul, on est un bout de l'écosystème et ça n'a de la valeur que si tous les acteurs d'une chaîne de valeur se mettent ensemble autour de la table pour réfléchir à ce que c'est qu'un baromètre et comment ça doit être perçu. Donc on a été chercher Batch, CM, Columbus qui fait la restitution, Digitaleo, Inbox, Meteors, NetWave et Qualifio. Chacun a pris un bout de la chaîne et a préparé les questions. Et donc c'est une œuvre collective que vous avez sous les yeux aujourd'hui et vous pouvez retrouver tous ces partenaires tout à l'heure pendant les business meetings, tout à l'heure à la pause. Merci à eux. Donc, rentrons dans ces résultats. Déjà, alors, il y avait 25 questions qui ont été posées. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y aura donc un livre blanc qui va être produit, qui va permettre en fait de restituer les 25 réponses et ce qu'on en retire comme analyse. On a eu des répondants de tous les secteurs d'activité, également qui adressent tous les marchés, qu'ils soient B2B, B2B, 2C ou tout simplement B2C. Donc on a une vision un panorama assez global du marché qui permet de pouvoir asseoir un certain nombre d'analyses. La première question qu'on a voulu leur poser, qu'on a voulu finalement vous poser, pardon, c'est quelle est la part que représente le digital dans votre budget marketing ? Enseignement quand même assez intéressant, c'est que finalement le budget digital reste aujourd'hui minoritaire dans le budget marketing, en tout cas des répondants, et rapidement ça ouvre la question de l'omnicanalité. Si on veut avoir une logique de marketing personnalisé, si on veut comprendre le client de manière globale, ça veut dire aujourd'hui un rapprochement entre des stratégies, des parcours ou des données qui sont on et offline. Ça c'est un premier point qui est certainement important. Je pense que tout le monde a très bien travaillé canot par canot, silo par silo. On est tous très efficaces dans ces dimensions-là. Néanmoins, si on veut aller dans cette voie vraiment de la personnalisation, il y a ce besoin de rapprochement des différents univers. Deuxième enseignement, donc là vous avez l'intitulé des questions. Donc, on a demandé aux répondants de classer leurs priorités stratégiques sur les 2 prochaines années. Ce qui ressort en premier, c'est l'acquisition de nouveaux clients. Et on va voir après que finalement, on a un peu une logique un peu contradictoire, où finalement, on va dire que cette priorité aujourd'hui d'acquisition, ça ne se retrouve pas forcément dans les investissements. Ce qu'on va voir, c'est que finalement, dans les investissements qu'on peut voir, on est plutôt dans des logiques de fidéliser mes clients, ou en tous les cas, de travailler ma base. Donc on est plutôt dans une approche aujourd'hui CRM. J'ai une base de données que j'anime, que je réanime, et principalement par email. Ça peut être aussi assez lié finalement avec le niveau de maturité en fait. Donc là aussi on a demandé aux répondants de s'évaluer, de s'auto-évaluer, donc c'est leur vision, sur leur maturité par rapport aux différents types de campagnes ou de projets qu'on pouvait envisager. Et il y a vraiment 2 choses qui ressortent, qui sont la satisfaction client et la connaissance client. Donc des objectifs finalement un peu larges, voire peut-être un peu vagues, ou sur lesquels en fait les répondants s'estiment matures, ou en tous les cas relativement matures. Et par contre, on a vraiment décroché sur des campagnes ou des projets peut-être plus précis, type réactivation, optimisation de la conversion, prévention du churn, voire upsell et cross-sell, où là, ça demande peut-être quelque chose de peut-être un peu plus technique, et on voit vraiment une différence assez forte dans comment aujourd'hui vous vous positionnez, comment vous vous sentez d'un point de vue maturité sur ces différents campagnes ou projets. J'aurais juste insisté sur quelque part le petit paradoxe de cette priorité numéro 1 sur l'acquisition, qui est quand même assez étonnante, parce qu'on est dans un univers où on baigne dans le fait que la fidélisation, ça coûte beaucoup moins cher que d'acquérir un nouveau client. Mais en fait, ça pose la question de savoir où est la frontière entre l'acquisition de nouveaux clients et la fidélisation. Est-ce que le fait de faire des campagnes AdWords où on va finalement racheter ses propres clients,
c'est de l'acquisition ou c'est de la feed. Et on est dans un continuum où la frontière entre les deux devient très ténue, où un site qui a vendu une fois à un client il y a 2 ans, est-ce qu'il peut considérer que ce client-là, il est à fidéliser ou est-ce qu'il finalement, il n'est pas à réacquérir de nouveau? Et donc, on est dans un cycle permanent d'acquisition client. Et c'est un peu le message d'un Google qui nous fait réacheter en permanence nos clients et l'importance qu'il y a à ne pas oublier l'actif essentiel que représente sa base de données pour contrebalancer cette priorité stratégique et faire de la fidélisation un vrai levier. Tout à fait, c'est d'autant plus difficile finalement d'ensuite engager la fidélisation quand l'acquisition a été finalement confiée à des tiers. Donc ça, c'est un des vrais enjeux également, c'est de pouvoir avoir une continuité entre cette logique d'acquisition client et derrière de développer la valeur et de le pérenniser. Quand vous avez confié cette stratégie d'acquisition des canaux payants sur lesquels finalement vous n'avez pas vraiment de contrôle et d'historisation possible, ça peut ensuite poser souci pour vraiment gérer le client de A à Z. Toujours finalement un petit peu dans ce continuum, à la question de la relation client de votre entreprise, quelle est la fréquence d'utilisation de chaque canal, il y a vraiment un trio de tête qui émerge, et on va voir qu'on le retrouve sur les différentes questions, qui est email. Donc là, je pense que Marc, effectivement, faisait de l'humour sur cet email en fait qui avait disparu et qui revient assez fortement. Je ne sais pas si je vais la refaire parce que c'était encore Game of Thrones, mais c'est Jon Snow, quoi. L'email, il est revenu d'entre les morts, il est encore plus fort qu'avant. Exactement, mais c'est vrai que si on regarde un petit peu des années en arrière, l'email c'était terminé, on parlait que de spam. Bon, aujourd'hui, ça reste quand même le canal numéro 1 pour interagir avec sa base. En tous les cas, donc évidemment, ça ne veut pas dire que les autres canaux ne soient pas utiles, au contraire, mais en tout cas, d'un point de vue constat, c'est ce qu'aujourd'hui est mis en œuvre principalement par les organisations. Le deuxième, c'est le site web. Le troisième, réseaux sociaux, même s'il y a un décroché, mais enfin, on peut quand même le mettre dans ce trio de tête. Ensuite, donc, vous avez l'ensemble des autres canaux où on voit là aussi qu'il y a des décrochés quand même assez importants. Alors, ça ouvre quand même pas mal d'opportunités. Ça veut dire que pour peut-être des entreprises qui souhaiteraient additionner un certain nombre de canaux et puis rentrer dans des logiques un peu plus riches finalement en termes d'interaction, il y a clairement du potentiel de développement. Quand ensuite on pose la question sur quoi vous voulez investir, on a le même trio. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le message, c'est que les organisations utilisent principalement email, site web et réseaux sociaux et veulent continuer à investir. Et c'est corrélé par quoi? Finalement, par la perception qu'ils ont du ROI. Là encore, c'est une perception. Mais on retrouve les mêmes classements. Donc, le web a un peu disparu ce graphe, mais il est là. Là aussi, on retrouve email, réseaux sociaux. Donc, on a vraiment cette cohérence finalement d'utilisation, de perception de ROI. Donc, on utilise ces 3 canaux parce qu'on considère que le ROI est là, le plus important, et c'est là-dessus qu'on veut aussi accélérer. Alors, c'est aussi à mettre en parallèle avec ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la maturité. C'est aussi des canaux qu'on sait relativement utiliser, alors que peut-être sur d'autres univers plus mobiles ou chatbot par exemple, ça pose des questions peut-être de compétences ou d'intégration dans le dispositif global. Donc toujours finalement dans la continuité, on voit vraiment qu'on a un vrai fil conducteur sur les outils d'activation qui sont utilisés. Donc on voit bien ce bloc qui se dégage d'outils de marketing automation, d'emailing, dimension CRM. Voilà, on avait listé un certain nombre d'univers qui peuvent un petit peu se recouper, mais enfin voilà, c'est l'exercice d'un baromètre. On pose des questions. Mais on voit bien un décroché aussi avec tout ce qui va être un peu plus AdTech, MarTech, enfin l'univers un peu plus digital, un peu plus pointu. Donc on a toujours ce socle CRM et pour les plus avancés de marketing automation, et puis derrière en suiveur finalement les dimensions plus d'AB testing, de push notif, voire de DMP ou encore de CDP.
Pour entrer plus directement sur la dimension de personnalisation, on a d'abord posé finalement la question des programmes de fidélisation. Qui avait mis en place un programme de fidélisation? La réponse est à 30% oui, donc 70% non. Tout cela fait bien 100, tout va bien. Et on a ensuite posé la question, finalement, un programme de fidélité, je pense que tout le monde le voit, aujourd'hui sont quand même largement en train d'évoluer vers des programmes plus relationnels, plus globaux, pour revenir aussi un peu au sujet qu'évoquait Marc tout à l'heure, donc d'avoir vraiment un continuum dans l'expérience qu'on va proposer, dans le suivi qu'on va mener des clients et des prospects. Dans pratiquement un cas sur deux, c'était difficile pour les répondants de faire une différence entre un programme relationnel et un programme de fidélité. Et à l'intérieur des 30% qui ont un programme de fidélité, on en a juste un peu plus d'un tiers qui ont un programme relationnel. Donc finalement, si on fait la somme de tout ça, on arrive sur une entreprise sur 10 qui a vraiment mis en place un programme relationnel. Et ce programme relationnel, c'est quand même un socle intéressant justement pour cette dimension de personnalisation. Donc là encore, on voit des marges de manœuvre de développement au niveau des organisations qui est quand même assez importante. À la réponse la question sur le pourcentage des communications individualisées, on voit là aussi qu'il n'y en a que 30% en fait qui ont plus de 50% de leurs communications qui sont personnalisées. Alors ça peut être très basique, c'est-à-dire que quand j'envoie un email, j'ai au moins un nom, prénom, et puis peut-être que je change un peu le titre. On n'est pas forcément dans des choses compliquées. Ça veut dire là aussi qu'il y a quand même des marges de progrès sur la personnalisation qui sont relativement importantes. Donc, une personnalisation aujourd'hui qui est finalement pas très présente dans les organisations et dans leur volume de communication. Par contre, un souhait très fort de le faire. Donc, à la question sur est-ce que vous souhaitez améliorer votre personnalisation, la réponse est quasiment pour tout le monde oui, à 84%. Sur quels principaux moyens on va trouver le développement de la collecte de données clients pour mieux segmenter. Donc on retrouve un peu dans ces logiques, on revient dans ces logiques de j'ai une base, au moins ça c'est mon acquis, je la travaille, je l'optimise, notamment par email. Pour certains, prêts à aller dans des choses un peu plus avancées en termes d'outils de marketing automation. Et puis ensuite, là encore, un décroché sur des problématiques d'outils de personnalisation on-site, par exemple, d'A/B testing, voire d'IA. Donc là encore, un net différentiel entre des univers plus CRM et des univers peut-être plus purs digitaux. C'est une bonne nouvelle parce qu'il y a une vraie cohérence dans le fait de dire avant de commencer du marketing automation, je vais m'assurer d'avoir collecté les données et d'avoir structuré les données en amont pour les exploiter et les activer. C'est sûr qu'un outil de marketing automation tout seul, sans données, ne peut absolument rien faire. Et d'où l'importance qu'il y a à ce qu'un outil comme Actito soit bien connecté en amont avec des systèmes de collecte et surtout de structuration de données. Et nous avons des partenaires ici qui font ce métier-là et qui sont des partenaires vitaux pour nous parce que sans eux, on ne pourrait pas activer des programmes personnalisés. Les canaux à utiliser sont toujours, on retrouve toujours le même trio de tête, email, site web et réseaux sociaux. Donc je dirais que les répondants ont été cohérents de bout en bout sur leur attachement et leur priorisation sur ces différents canaux. C'est normal, t'inquiète pas, ça va revenir. Le timing, en fait, c'est que j'ai dépassé mon temps. C'est ça. Ah. Non. Alors, le RGPD, donc vaste sujet qui a animé. Tout va bien. Voilà. On est tranquille. RGPD, donc, je pense on n'a rien vu. Tout le monde peut s'applaudir. Comment jugez-vous votre mise en conformité RGPD? Elle est terminée pour 31% des répondants. Et elle est bientôt achevée pour 37%. Donc les 2 tiers l'ont fait ou quasiment fait. Alors, on peut peut-être un peu challenger cette opinion. On imagine qu'il y a déjà des choses bien faites sur du cookie consent, les bandeaux qui permettent de collecter ce type d'interaction. On imagine quand même que sur des sujets
de centres de préférence, de droit à l'oubli, enfin des choses quand même relativement, un peu plus complexes qui demandent quand même de mettre en place des process, des outils autour de justement la gouvernance de la donnée, des capacités d'interaction et de pouvoir nettoyer les bases à la demande, qui sont quand même aujourd'hui des choses qui sont dans l'ensemble de la to-do list GDPR, notamment l'article 15. On peut douter quand même qu'aujourd'hui tout soit fait à ce niveau-là, mais en tous les cas, les répondants s'estiment plutôt confort, avec des clients qui sont finalement majoritairement sensibles. Enfin, c'est pas non plus. On a l'impression que c'est pas vraiment un sujet qui apparaît très fortement. Et puis, notamment quand on pose la question de l'impact de la RGPD sur l'exploitation de votre base client, aucune, à 38%, faible à 42%. Donc là encore, à vous écouter, c'est le RGPD, on va dire très bien, ok, c'est arrivé, on a mis en place les actions nécessaires. Les clients, en tout cas, ça ne nous a pas posé souci d'interaction. Alors c'est vrai que c'est des choses qu'on peut constater effectivement nous au quotidien sur les travaux qu'on mène là-dedans, sur le taux de cookie consent, tout ce type de choses. On voit que finalement, en mettant en place des bonnes opérations d'explication, de pédagogie sur pourquoi finalement on a besoin de collecter des données et qu'est-ce qu'on va en faire, on arrive à avoir des taux quand même d'opt-in qui restent plutôt intéressants. Et donc de pouvoir continuer à interagir. Enfin, globalement, on aurait quand même pu imaginer que pour des organisations qui ont vraiment pris au pied de la lettre RGPD, ce soit peut-être un peu plus difficile qu'avant quand même d'interagir avec les clients. Bon, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Faut aussi voir que je pense que le RGPD est arrivé à un moment qui était nécessaire, si on voulait pérenniser un peu tous les investissements, data marketing, CRM, et d'aller dans une voie justement de confiance entre les clients, les utilisateurs et les annonceurs. Donc ça a offert un cadre légal qui est plutôt intéressant, et puis qui visiblement vous êtes bien saisi de ce sujet et l'avez mis en œuvre. Donc bravo à tout le monde. D'un point de vue projet, finalement, ce qui est vraiment ressorti en termes de projet majoritaire, donc vous aurez l'ensemble dans le livre blanc, c'est le développement de la collecte de données pour mieux segmenter. Donc là encore, finalement, on accélère. On est toujours dans cette trame d'avoir de la donnée en propre pour pouvoir mieux segmenter et derrière mieux personnaliser. Avec des approches qui sont plutôt best of breed, donc de pouvoir associer finalement le meilleur des solutions et puis progressivement en fait d'enrichir en fait son écosystème plutôt que d'avoir une solution 100% qui serait censée répondre à l'ensemble des besoins. Alors là aussi, on peut le corréler avec la maturité. Quand on croisait ça avec la maturité que vous avez vue en amont de la présentation, forcément, les moins matures en fait, sont plutôt proches de solutions all-in-one, quand ceux qui s'estiment plus matures et puis les plus grandes organisations aussi vont plus vers le best of breed. Et puis, sur les trois principaux moyens que comptent mettre les entreprises en place pour développer leur stratégie d'enrichissement de la donnée, on retrouve la refonte des parcours clients pour développer mes données first party. Donc, on veut pouvoir alimenter encore sa base avec plus d'informations, plus de richesses sur les comportements utilisateurs, sur les interactions qu'on peut avoir avec eux, sur toujours comment pouvoir collecter de la donnée plus précise sur leur comportement et pour ensuite d'ailleurs pouvoir mieux les segmenter. Dans la même veine, on a développé les campagnes d'embrasement, donc jeux, concours. Donc là aussi, on est plutôt dans une logique en fait, de faire grossir sa base et puis et de croiser les données on et offline pour enrichir les profils clients. Là aussi, ça va dans cette logique de dire mon client, forcément, il est omnicanal, il touche à différents points de contact. Si je veux vraiment avoir une vraie stratégie centrée client et pouvoir l'approcher de manière cohérente et personnalisée, je dois à un moment réconcilier les différents types de données que j'ai et de pouvoir construire des parcours et suivre ces parcours indépendamment des canaux. En conclusion, mais Marc déjà l'a évoqué, on a une priorité aujourd'hui affichée sur l'acquisition.
avec un paradoxe, puisqu'on a des actions, des investissements aujourd'hui qui sont très centrés sur sa base, sur ses clients. Donc là encore, ça fait certainement écho au fait que l'acquisition est quelquefois un peu déléguée, on va dire, dans des logiques de campagne, dans des logiques de passer par les wall gardens. Et par contre, quand on a les clients, on se les garde et on essaie de les travailler au mieux. Il y a vraiment une volonté d'accélérer sur la collecte de la donnée pour pouvoir segmenter, personnaliser. Finalement, ce qu'on pourrait traduire par se donner les moyens de son indépendance, puisque c'est le seul moyen quand même d'être pérenne sur le marché, c'est d'avoir soi-même les données les plus riches, les maîtriser, mesurer l'efficacité soi-même des campagnes de la manière la plus large possible, donc pouvoir gérer sa pression commerciale ou gérer sa pression média de manière quasiment 360, pour pouvoir être indépendant d'autres peut-être dispositifs permettant d'acquérir ou de fidéliser des clients. Puis dernier point, on voit bien que les entreprises aujourd'hui ne sont pas du tout fermées à tout ce qui est IA, nouveaux canaux, CDP. Maintenant, il y a un temps d'intégration qui n'est pas forcément évident. Et puis, il y a vraiment un besoin de simplicité et de pouvoir avoir un écosystème aujourd'hui qui permet aux équipes finalement de se concentrer à du marketing. Connaître ses clients, les segmenter, construire une stratégie en fonction de ces différents segments et pas se transformer en nouveau DSI qui doit câbler un peu trop d'outils et de solutions. Donc, les bénéfices sont clairement perçus. Par contre, besoin vraiment de simplicité pour que les équipes marketing puissent vraiment se centrer sur cette efficacité. Super. Merci. Merci David.